Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Lapepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de l'Outaouais ainsi que d'une partie de l'Anaudière. Et nous commençons cette semaine avec la Ville de Mont-Laurier qui est heureuse d'annoncer le lancement du tout nouveau site Internet de sa bibliothèque, accessible dès maintenant à l'adresse biblio.ville.montlaurier.qc.ca. Une plateforme moderne, intuitive et entièrement repensée afin d'offrir aux citoyens une expérience conviviale, fluide et enrichissante. Les usagers peuvent désormais consulter facilement le catalogue en ligne, effectuer des réservations simplifiées, rester informés grâce à une section dédiée aux actualités, accéder en tout temps à des ressources numériques et profiter d'une interface optimisée pour les appareils mobiles. Cette nouveauté s'inscrit dans une démarche plus vaste de modernisation des services municipaux en prévision de l'inauguration prochaine de la nouvelle bibliothèque au centre-ville, un lieu qui proposera des espaces variés et adaptés aux besoins de la communauté, comme un CréaLab dédié à l'expérimentation et à la co-création, des salles de rencontres et de travail, un salon silencieux, une salle d'animation pour les groupes scolaires, des zones distinctes pour les tout-petits, enfants et adolescents, ainsi que 6 postes Internet et plus de 44 000 documents accessibles. De nouvelles places assises assureront un confort optimal, tandis que des aménagements extérieurs, dont une terrasse conviviale, permettront de profiter d'un cadre agréable pour lire ou se détendre en plein air. Par ce lancement, Mont-Laurier confirme son engagement à mettre la culture, le savoir et la technologie au service de ses citoyens, en enrichissant leurs accès aux ressources et en leur offrant un environnement propice à l'apprentissage et au partage. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer le retour de la Grande Marche, un événement gratuit et ouvert à tous, initié par le Grand Défi Pierre Lavoie, qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie et à rassembler la population autour du plaisir de bouger dans une ambiance conviviale et accessible. Le rendez-vous est fixé au dimanche 19 octobre au Centre de plein air de Mont-Laurier, où la journée débutera dès 10h15 par un échauffement animé par l'équipe de Motivaction, suivi à 10h30 d'un départ groupé pour la marche. Tout au long de l'activité, les participants pourront profiter d'une programmation festive, incluant de la musique, des jeux gonflables, des collations, des cadeaux et des tirages dans un cadre naturel propice au bien-être et à la détente. L'inscription, bien que recommandée, n'est pas obligatoire pour prendre part à l'événement et peut être effectuée en ligne à l'adresse web onmarche.com/événement/575. Que ce soit en solo, en famille ou entre amis, cette marche représente une belle occasion de prendre soin de sa santé tout en partageant un moment rassembleur et inclusif. La Ville de Mont-Laurier convie ainsi chaleureusement l'ensemble de la population à participer à cette activité familiale qui s'inscrit dans son engagement à promouvoir un mode de vie actif et une communauté en santé. En raison d'un indice de danger d'incendie de forêt actuellement élevé, évalué à un niveau extrême par la Société de protection des forêts contre le feu, également appelée la SOPFEU, la Ville de Mont-Laurier annonce l'interdiction immédiate de tous les feux à ciel ouvert avec ou sans pare étincelle sur son territoire ainsi que sur celui de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Cette mesure préventive mise en place pour assurer la sécurité de la population et protéger les infrastructures et milieux naturels s'applique à l'ensemble des feux extérieurs, incluant les feux de camp, les feux de cuisson en plein air, à l'exception de ceux réalisés dans des équipements certifiés, ainsi que les brûlages de résidus végétaux. La Ville invite tous les citoyens à respecter scrupuleusement cette interdiction jusqu'à nouvel ordre et elle rappelle que la vigilance collective est essentielle afin de réduire les risques d'incendie. Pour suivre l'évolution de la situation et obtenir des mises à jour, il est recommandé de consulter le site web sopfeu.qc.ca ainsi que celui de la Ville de Mont-Laurier. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer le retour du ciné-répertoire pour l'automne 2025.
Un rendez-vous attendu par les amateurs de 7e art qui souhaitent découvrir des œuvres inédites, explorer des films d'auteurs ou redécouvrir des classiques dans une atmosphère conviviale et accessible. Mis en place en 2010, ce projet culturel est né d'une collaboration fructueuse entre le Cinéma Laurier et la Ville de Mont-Laurier. Soutenu financièrement par le ministère de la Culture et des Communications, le ciné-répertoire a pour objectif de démocratiser l'accès à la culture cinématographique et de rendre les films d'auteur disponibles au plus grand nombre. Chaque saison, il permet aux cinéphiles de la région de se rassembler pour vivre des expériences cinématographiques riches et variées à un tarif abordable. La programmation automnale de 2025 comprend 6 films soigneusement sélectionnés qui seront chacun présentés à 2 reprises, le dimanche à 15h30 ainsi que le mardi à 19h. Cette formule simple et flexible offre aux spectateurs l'occasion d'assister aux projections selon leur disponibilité et de profiter d'une diversité d'œuvres issues de la scène nationale et internationale. La Ville invite la population à consulter dès maintenant la programmation complète et à participer en grand nombre à ce rendez-vous culturel qui enrichit la vie communautaire et contribue à l'animation culturelle du territoire. La Ville de Mont-Laurier est fière d'annoncer que le centre sportif Jacques-Lesage est désormais accessible sur la plateforme LiveBarn, une solution numérique innovante qui permet de visionner les matchs de hockey en direct ou en différé. Reconnue à l'échelle internationale dans le milieu du sport amateur, cette technologie offre un accès illimité à plus de 4000 surfaces de jeu intégrées à son réseau. Grâce à cette nouvelle intégration, les citoyens et amateurs de hockey peuvent dorénavant suivre en temps réel ou en rediffusion les matchs de hockey mineurs et les ligues adultes disputés au centre sportif Jacques-Lesage, et ce, peu importe où ils se trouvent. Cette initiative représente une avancée importante pour faciliter l'accès aux activités sportives locales, favoriser la participation des familles et des partisans et mettre en valeur le dynamisme du hockey amateur à Mont-Laurier. L'abonnement à LiveBarn se fait en ligne moyennant un tarif mensuel avec la possibilité de bénéficier d'un rabais de 10 % à l'inscription en utilisant le code promotionnel CSJL-Live. La Ville invite la population à découvrir cette nouveauté qui renforce le rayonnement du hockey local et contribue à enrichir l'expérience sportive de toute la communauté. Pour obtenir plus d'informations ou vous abonner, visitez le site officiel de LiveBarn à l'adresse livebarn.com. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer la mise en ligne du nouvel horaire d'automne pour les activités sportives offertes au gymnase de la polyvalente Saint-Joseph, disponible dès maintenant au ville-montlaurier.qc.ca sous l'onglet Horaires et tarifs des activités sportives. En vigueur jusqu'au 19 décembre 2025, cette programmation permet aux citoyens de profiter de divers plateaux sportifs adaptés à la pratique de disciplines populaires telles que le pickleball, le volleyball, le soccer, le badminton, le basketball et le hockey. Les installations seront accessibles du lundi au jeudi de 20h à 22h et le vendredi de 19h à 22h. L'admission est gratuite pour les étudiants sur présentation d'une carte étudiante, tandis que les tarifs sont fixés à 6,49 $ pour les adultes et 5,50 $ pour les aînés. Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d'un accès régulier, il est possible de se procurer un abonnement saisonnier ou annuel directement au gymnase, à la piscine ou au centre sportif Jacques-Lesage. Les détails relatifs aux coûts sont disponibles en ligne et les paiements peuvent être effectués par carte de débit, crédit ou, encore une fois, en argent comptant. La MRC d'Antoine Labelle et le Centre d'innovation sociale en agriculture, aussi appelé CISA, invitent les acteurs du secteur bioalimentaire ainsi que les entreprises offrant des services de repas à participer au forum Plus d'ici dans l'Antoine Labelle, le mercredi 5 novembre prochain, dès 8h30 à l'Espace Théâtre de Mont-Laurier, dans les salles panoramiques situées au 543 rue du Pont. Il s'agira d'une journée de rencontres et de collaboration réunissant producteurs,
transformateurs, distributeurs, entreprises bioalimentaires, restaurateurs, pourvoyeurs et gestionnaires de services alimentaires en milieu institutionnel afin de lever les freins et d'identifier des solutions concrètes pour accroître la part d'aliments locaux dans les menus des institutions et entreprises de la région. La programmation s'ouvrira par la présentation d'un portrait diagnostique du territoire, suivi de conférences, témoignages et chantiers collaboratifs autour de thématiques telles que la mise en valeur de l'offre locale auprès des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et des institutions, l'arrimage de l'offre et de la demande bioalimentaire régionale, la consolidation du transport des aliments locaux et le soutien au maillage entre l'offre et la demande dans la MRC. Le tout bonifié par des ateliers d'intelligence collective, des panels d'acteurs importants, des moments de réseautage et de découverte de produits d'ici, puis un 5 à 7 gourmands favorisant les échanges. Placé sous la présidence d'honneur d'Anne-Virginie Schmidt, cofondatrice des Miels d'Anicette, autrice et entrepreneur reconnue pour son parcours d'innovation et de mise en valeur des produits d'ici, véritable pollinisatrice d'idées à la croisée des univers agroalimentaires, culturels et entrepreneuriaux. Le forum s'inscrit dans une démarche territoriale structurante amorcée en mars et appuyée par la méthodologie d'innovation sociale du CISA, financée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026, dont le plan d'action visera des mesures adaptées aux réalités régionales pour renforcer durablement la présence d'aliments locaux. Comme le résume Mme Schmidt, elle a toujours suivi la même ambition de créer du beau, du bon, du vrai, sans aucun compromis sur la qualité, avec beaucoup d'intelligence collective et toujours enrobée de convivialité. Une vision qui reflète l'esprit rassembleur et porteur de sens de cet événement. Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d'informations, remplissez le formulaire prévu à cet effet ou communiquez avec Nadia Brousseau au 819-623-3485 au poste 213 ou écrivez à pdza@mrcal.ca. La MRC d'Antoine Labelle a adopté lors de sa séance de septembre dernier une résolution réclamant au ministère de la Culture et des Communications de préciser l'échéancier entourant l'analyse et la décision concernant le potentiel classement de la gare de Mont-Laurier, une démarche entreprise en vertu de la loi sur le patrimoine culturel qui vise à démontrer la volonté de la MRC de faire progresser le dossier et à souligner la mobilisation du milieu. Rappelons que ce bâtiment, propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable, a été fermé d'urgence en 2022 pour des raisons de sécurité, ce qui a mené la MRC, locataire des lieux, à initier plusieurs actions, notamment la création d'un comité d'échange sur l'avenir du site, le financement d'une étude patrimoniale et la tenue d'une consultation publique afin d'impliquer les citoyens dans la réflexion collective quant à sa vocation future. La gare de Mont-Laurier est un lieu hautement symbolique et porteur pour la communauté. La MRC veut être en mesure de planifier les prochaines étapes de façon responsable et transparente. Pour ce faire, il est essentiel que le MCC, le ministère de la Culture et des Communications, communique rapidement son échéancier quant à la demande de classement, a affirmé le préfet Daniel Bourdon. Avec cette résolution, la MRC souhaite obtenir la prévisibilité nécessaire pour planifier ses interventions futures en cohérence avec les attentes de la population et des partenaires et poursuivre la réflexion autour de ce site patrimonial d'importance pour tout le territoire de la MRC d'Antoine Labelle. La Ville de Rivière-Rouge souhaite informer clairement la population de l'état actuel des négociations avec son personnel syndiqué. Depuis le dépôt de sa dernière offre le 30 mai dernier, la Ville demeure ferme sur ses propositions salariales, offrant une augmentation totale de 27 % sur 5 ans. Le comité patronal réaffirme toutefois qu'il demeure ouvert à reprendre les discussions afin de finaliser le libellé de la convention collective dès que le syndicat sera disposé à accepter cette offre salariale finale. La position de la Ville est constante et sans équivoque. Les négociations sur les aspects non monétaires de la convention collective pourront reprendre uniquement
lorsque l'offre salariale finale, soit une augmentation de 27 % sur 5 ans, aura été acceptée. Tant que cette condition préalable ne sera pas remplie, les discussions demeurent stériles, le conseil municipal n'ayant aucune intention de bonifier cette offre déjà jugée avantageuse. Bien que l'exécutif syndical ait exprimé son souhait de planifier une rencontre pour poursuivre les négociations, la Ville constate que le syndicat ne manifeste aucune intention claire d'accepter cette offre finale. Or, c'est le point de départ incontournable pour envisager un dénouement rapide. La balle est dans leur camp, réitère la Ville. Dès que l'offre salariale sera entérinée, les négociations pourront reprendre promptement et permettre d'espérer une conclusion rapide à ce processus. La Ville souligne par ailleurs que des informations circulant au sein de l'Hôtel de Ville laissent entendre qu'une partie du personnel syndiqué serait disposée à accepter l'offre salariale, contrairement à la position affichée par ses représentants. Si tel est le cas, il serait essentiel que cette disposition soit communiquée à l'exécutif syndical afin de clore une négociation qui perdure depuis déjà trop longtemps. La Ville exprime également ses préoccupations quant au manque apparent de consultation et de transparence entre les représentants syndicaux et leurs membres. Entre-temps, les moyens de pression exercés s'intensifient. Le syndicat a annoncé une grève de 7 jours qui s'est déroulée plus tôt au mois de septembre, une décision qui a privé les résidents de Rivière-Rouge de la majorité des services municipaux. Pendant cette période, seuls les services essentiels ont été maintenus, alors que le centre sportif, les salles communautaires, les bibliothèques et plusieurs autres bâtiments municipaux sont demeurés fermés. La Ville, encore une fois, remercie les citoyens pour leur compréhension dans cette situation difficile et réaffirme sa volonté de parvenir à une entente qui soit juste pour ses employés, tout en respectant la capacité de payer des citoyens et les responsabilités de la Ville envers sa population. La Ville de Rivière-Rouge informe la population que la station de lavage automnal pour embarcation aux stations située au 191 chemin du Tour du lac Tibériade est accessible et fonctionnelle, et ce, jusqu'à la mi-octobre. Idéalement localisée à proximité des jardins communautaires et de la descente publique du lac Tibériade, cette infrastructure demeure un outil essentiel pour protéger la qualité des plans d'eau de la région et prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes. Un préposé est présent sur place selon un horaire précis afin d'accompagner les usagers et de faciliter l'accès aux services. Tous les utilisateurs, qu'ils soient citoyens de Rivière-Rouge, campeurs saisonniers ou encore résidents des municipalités ayant conclu une entente intermunicipale, soit Nomineng et Lac McCaskill, doivent laver leur embarcation et l'ensemble de leurs accessoires à l'eau station avant toute mise à l'eau. L'obtention d'une passe citoyenne est obligatoire et peut se faire soit auprès du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, soit directement auprès du préposé en fonction des heures d'ouverture. Les modalités financières varient en fonction du statut de l'utilisateur. L'accès est gratuit pour tout contribuable de Rivière-Rouge, tandis que le tarif pour un non-contribuable est fixé à 40 $. Les campeurs saisonniers de Rivière-Rouge doivent acquitter un montant de 40 $ pour un premier lavage, auquel s'ajoute un dépôt remboursable de 100 $ couvrant la saison. Pour les contribuables de Nomineng, le coût est de 16 $, tandis que les contribuables du lac McCaskill, secteur de l'Ascension, doivent débourser 50 $ ainsi qu'un dépôt saisonnier de 100 $. Dans tous les cas, une clé et une passe citoyenne sont nécessaires pour utiliser la station. Ces dernières sont disponibles auprès du préposé sur place de jeudi à lundi à partir de la mi-mai, ainsi qu'à l'Hôtel de Ville les mardis et mercredis durant les heures d'ouverture habituelles des bureaux, soit du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, ainsi que le vendredi de 8h30 à midi. Afin de garantir une gestion responsable des accès au plan d'eau, certaines règles doivent impérativement être respectées, soit être en possession d'un certificat de lavage valide et inscrire le numéro de plaque de la remorque ou celui du véhicule transporteur le cas échéant, et noter que ce certificat est valide pour une période de 24 à 48 heures.
Les usagers doivent également se procurer une clé d'accès permettant de franchir la barrière d'accès au plan d'eau, puis la verrouiller après la mise à l'eau et à nouveau après leur départ. Pour le lac Tibériade en particulier, le lavage des embarcations est gratuit et vise à retirer toute particule de myriophiles afin de protéger l'écosystème. La clé d'accès doit être retournée dans un délai maximal de 72 heures. Enfin, afin d'assurer une gestion fluide et équitable, la Ville demande la collaboration des usagers pour planifier à l'avance leur sortie. Aucun coût supplémentaire n'est exigé pour la prise de possession d'une clé, mais un dépôt remboursable de 200 $ est requis et restitué au moment de son retour. La MRC des Pays d'en haut, par l'entremise de son service de développement économique et en collaboration avec ses partenaires régionaux et le gouvernement du Québec, déploie la stratégie IA Comprendre et agir, une initiative ambitieuse visant à sensibiliser, outiller et accompagner les entreprises des Pays d'en haut et des Laurentides dans l'intégration concrète de l'intelligence artificielle après un lancement officiel le 18 septembre à l'hôtel Mont-Gabriel, marqué par la présence d'Anne Nguyen, directrice de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. La stratégie IA se poursuit avec 3 rendez-vous majeurs à l'automne. Le 16 octobre, une visite immersive d'AXC au lieu de recherche appliquée et d'innovation entrepreneuriale permettra aux participants de découvrir comment l'IA transforme les pratiques. Le 3 novembre, une journée de conférences et d'ateliers intitulée « Outils concrets pour innover en PME » offrira aux gestionnaires des solutions pratiques pour intégrer l'IA dans leur quotidien. Enfin, le 19 novembre, une séance dédiée au financement des projets en IA et à la recherche de partenariats présentera les principaux leviers financiers et les stratégies de maillage disponibles pour passer à l'action. Grâce à ces activités, les dirigeants et gestionnaires d'entreprises pourront explorer l'IA à leur rythme et identifier des leviers tangibles de performance et de croissance, confirmant la volonté de la MRC de positionner son territoire à l'avant-garde de l'innovation. La programmation complète est disponible en ligne au pdh-économique.com/IA-comprendre-et-agir. Revenez-nous après la pause. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. La MRC des Pays d'en haut informe la population de l'avancement du chantier d'entretien et d'amélioration du corridor aérobique à Wentworth Nord et précise que des travaux supplémentaires sont prévus cet automne, incluant le remplacement de 13 ponceaux ainsi que le profilage de fossés entre le kilomètre 8,8 et le kilomètre 12. La première rencontre avec l'entrepreneur a permis d'estimer une durée d'environ 3 semaines, comprise entre la mi-octobre et la mi-novembre, bien que cette planification puisse être ajustée en fonction des conditions et sera confirmée dans un nouvel info-travaux au début d'octobre. Durant la période des interventions, une signalisation adéquate sera déployée afin de faciliter la circulation locale et garantir la sécurité.
Les entraves étant inévitables, mais l'accès des premiers répondants restant pleinement assuré. Il est également rappelé que la piste demeure fermée aux cyclistes et aux piétons entre les kilomètres 9.3 au parc de la plaque tournante et 10,8 au pont Newego. La MRC remercie les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration, tout en rappelant que des travaux prioritaires de rechargement et de resurfaçage avaient déjà été réalisés du 14 au 17 juillet dernier en partenariat avec la municipalité de Wentworth-Nord afin d'améliorer la sécurité et la qualité de la chaussée sur certains tronçons. Lors de sa séance du 9 septembre 2025, le Conseil de la MRC des Pays d'en haut a adopté plusieurs décisions structurantes qui marquent une nouvelle étape pour l'avenir du territoire, toutes orientées vers un développement harmonieux et durable au bénéfice de la population. Parmi celles-ci figure l'adoption du premier plan d'action en immigration 2025-2028, élaboré à la suite d'une vaste consultation publique et des besoins exprimés par des personnes issues de l'immigration. Ce plan, structuré autour de 5 axes stratégiques, attraction, accueil, intégration, inclusion et concertation, vise à soutenir la vitalité démographique tout en favorisant une communauté inclusive, équitable et mobilisée, et sera mise en œuvre par le Service de développement économique de la MRC avec l'appui des partenaires locaux. Dans la même perspective, la MRC a confié à l'entreprise Espace Stratégie la réalisation d'une étude afin d'identifier les secteurs propices au développement économique en bordure des routes provinciales. Une démarche inscrite dans la révision du schéma d'aménagement est destinée à planifier une expansion responsable, cohérente avec l'identité territoriale et respectueuse des paysages. Le Conseil a également procédé à l'adoption de 3 documents stratégiques qui guideront les interventions régionales au cours des prochaines années. La stratégie d'habitation régionale 2025-2035 visant à améliorer l'accès à des logements adaptés et abordables, la planification stratégique économique 2025-2030 destinée à soutenir les entreprises, attirer et retenir les travailleurs et stimuler la création d'emplois durables, ainsi que la politique culturelle et patrimoniale qui contribuera à renforcer l'identité collective et à mettre en valeur le riche patrimoine culturel et historique du territoire de la MRC. Ces outils ont été officiellement présentés le 18 septembre aux élus et partenaires et mis à la disposition du public sur le site Web de la MRC depuis cette même date. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts convie les familles et les amateurs d'Halloween à revêtir leurs plus beaux costumes et à participer au traditionnel parcours de collecte de friandises qui se tiendra le 31 octobre prochain de 15h à 19h. Le départ se fera à l'angle des rues Saint-Vincent et Principale et les enfants accompagnés de leurs parents pourront déambuler dans un trajet festif jalonné de commerces et d'organismes qui leur offriront des bonbons et surprises pour garnir leur sac. Cet événement qui allie convivialité et esprit communautaire permet non seulement de faire vivre aux petits et grands une expérience ludique et sécuritaire, mais aussi de renforcer les liens entre la population, les commerçants et les organismes locaux. La Ville souligne par ailleurs que les entreprises et organisations qui souhaitent contribuer à la magie de cette fête en participant à la distribution de friandises peuvent toujours se joindre au parcours, ajoutant ainsi à la richesse et à la diversité de cette activité rassembleuse. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2024-2029, lance une démarche participative afin de recueillir l'opinion de ses citoyens et partenaires sur les types de commerces qu'ils souhaiteraient voir s'implanter sur le territoire. Ce sondage vise à adapter l'offre commerciale aux besoins et aspirations de la communauté, permettant ainsi à la Ville de mieux comprendre les attentes de la population et d'orienter ses actions de façon cohérente et durable. La participation des résidents est donc essentielle pour bâtir une ville qui leur ressemble et chacun est invité à prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage et contribuer activement à l'avenir commercial de Sainte-Agathe-des-Monts.
Grâce à cette initiative, la Ville souhaite construire avec et pour ses citoyens un milieu de vie dynamique, accueillant et véritablement en phase avec les besoins collectifs de ses résidents. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière de reconnaître la participation et les performances exceptionnelles de ses jeunes citoyens dans diverses disciplines sportives, que ce soit au niveau régional, provincial ou international, et remet chaque année des bourses d'excellence sportive aux candidats qui se démarquent par leur engagement. Le 23 septembre dernier, 2 jeunes ont été honorés. Mathis Pinsonneau, en karaté, qui s'est distingué par sa discipline, sa rigueur et sa capacité à se dépasser dans un sport exigeant, ainsi que Lou Maticia Balou, en volleyball, qui brille par son énergie, son esprit d'équipe et sa collaboration exemplaire. La Ville adresse ses félicitations à Mathis et Lou Maticia, véritable source de fierté et d'inspiration pour toute la communauté agatoise. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a dévoilé sa nouvelle politique municipalité Amis des aînés, aussi appelée MADA. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a dévoilé sa nouvelle politique municipalité Amis des aînés et familles 2025-2029, une démarche stratégique ambitieuse qui vise à améliorer la qualité de vie des Agatois et Agatoises de tous âges, avec une population où 3 430 personnes sont âgées de 65 ans et plus et 1 385 enfants de 0 à 14 ans, enrichissant les quartiers. Cette politique place les aînés, les familles et les adolescents au cœur des décisions municipales et s'articule autour de 3 grands principes. Offrir un milieu de vie sain, favorisant le vieillissement collectif, collaborer avec les partenaires du milieu pour soutenir les familles et adolescents et valoriser l'engagement citoyen comme moteur de solidarité. Elle repose sur 7 champs d'intervention prioritaires, soit l'habitation et le milieu de vie, les espaces extérieurs et bâtiments, l'espace communautaire et culturel, les loisirs, la participation sociale, le respect et l'inclusion sociale, ainsi que la santé et les services communautaires. Issue d'une vaste consultation amorcée en 2024 auprès des citoyens, organismes et résidences, cette politique traduit une planification stratégique porteuse et marque une nouvelle étape dans l'engagement de la Ville à bâtir un milieu de vie inclusif, accueillant et adapté aux besoins réels de toute la population agatoise. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a adopté lors de sa séance du 23 septembre son plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap pour l'année 2025, une initiative témoignant de sa volonté de bâtir une communauté inclusive et accessible à tous. Ce plan regroupe des engagements concrets afin d'améliorer l'accessibilité universelle des services, infrastructures, communications et activités de la Ville, qu'il s'agisse d'un handicap physique, visuel, auditif, intellectuel ou sensoriel. Plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre, telles que l'installation de tapis d'accès à la plage Major pour les personnes à mobilité réduite, l'ajout d'une rampe d'accès à la plage Tessier, la mise à disposition de trousses sensorielles pour les événements municipaux ou encore la construction de bacs à fleurs permettant la participation de citoyens à mobilité réduite aux activités horticoles. Structuré autour de 7 mesures d'accessibilité, allant de l'accès à l'information, aux lieux publics et aux activités de la Ville, jusqu'à la formation du personnel et à la promotion des services accessibles, le plan s'appuie sur une démarche collaborative avec un comité consultatif incluant des représentants municipaux et des organismes spécialisés tels que l'Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides et l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées. Porté par le service du génie et réalisé en concertation avec les services municipaux. Ce plan vise à renforcer l'accessibilité des infrastructures et services et constitue un engagement ferme de la Ville à travailler avec transparence, à améliorer ses pratiques et à offrir à tous ses citoyens un milieu de vie équitable et inclusif. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts annonce que la bibliothèque Gaston Miron accueillera du 22 septembre au 30 novembre 2025 l'exposition « La faune sauvage en images » d'Alexandre Lausier, un photographe autodidacte originaire de Mont-Roland,
dont la démarche artistique s'inspire profondément de la nature et de la vie sauvage. Cette exposition se veut une invitation à réfléchir à l'importance de préserver notre environnement et ses habitants en mettant en lumière, à travers une série de photographies empreintes de patience, de discrétion et de respect, la richesse et les émotions du monde vivant. Chaque image incite le spectateur à observer et à ressentir pleinement la beauté et la fragilité de la nature, traduisant ainsi une philosophie où l'humain doit apprendre à cohabiter avec les autres espèces en tant que témoin et non comme acteur dominant. L'artiste qui se définit comme un capteur sauvage adopte une démarche de vie qui rejoint le bien-être de soi et celui de la nature, cherchant à se faire discret lors de ses explorations nomades pour ne pas laisser de traces et pour traiter chaque rencontre animale avec une attention respectueuse. Ces clichés, même pris dans l'intimité la plus rapprochée, témoignent de cette approche et transmettent une multitude d'émotions, un instant capté à la fois. Un vernissage s'est tenu le 28 septembre dans le cadre des Journées de la culture et cela a offert au public l'occasion de rencontrer l'artiste et de découvrir une œuvre qui illustre combien la nature sauvage, dans sa diversité, mérite d'être protégée ainsi que célébrée. La ville de Sainte-Adèle rappelle que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme constitue le cadre législatif qui encadre la planification et le développement du territoire au Québec, permettant aux municipalités d'assurer un aménagement réfléchi et durable. C'est dans cette perspective que la Ville a entrepris une démarche de planification intégrée avec l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, aussi appelé un PPU, pour le secteur du Chanteclair. En l'absence d'un tel cadre, et puisque ce territoire appartient à des propriétaires privés, les projets de développement pourraient se réaliser sans vision globale cohérente. Or, le PPU vise précisément à encadrer ce développement afin qu'il respecte les priorités de la collectivité, les objectifs municipaux et les considérations environnementales. Fruit de plusieurs consultations publiques menées entre 2023 et 2025, le PPU propose un équilibre entre la volonté citoyenne, les orientations municipales et les intérêts des parties prenantes. Les principes retenus portent sur 3 axes majeurs: préserver les éléments identifiés par les citoyens, tels que les 4 sommets, les corridors écologiques et récréatifs ainsi que les éléments patrimoniaux, structurer le développement de manière responsable, dont la planification du site en 4 secteurs, l'extension du chemin du Golfe, l'aménagement de sentiers de marche et de vélo, ainsi qu'une nouvelle porte d'entrée au réseau récréatif, et aussi favoriser la conservation, avec entre 30 et 35 % du site sécurisé en zone protégée. Cette approche permettra de préserver des espaces sensibles comme les pentes fortes et les milieux humides, tout en encadrant la mise en valeur du territoire. La Ville tient aussi à préciser certains éléments afin de dissiper des inquiétudes et rectifier les informations erronées. Concernant la circulation, des études complètes ont été réalisées et d'autres suivront en fonction du développement afin de s'assurer que le réseau routier et les structures de mobilité active soient adaptés. Si de correctifs sont nécessaires, ils seront intégrés dans les ententes de développement. Pour le réseau d'aqueducs et d'égouts, la Ville rappelle que des efforts importants sont en cours depuis près de 10 ans pour limiter l'acheminement de l'eau de pluie vers le réseau sanitaire. Parmi les initiatives, le projet des pentes 40-80 qui permettra de réduire de 500 mètres 1000 cubes par an la charge à l'usine de traitement, des campagnes de débranchement de gouttières ainsi que l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles institutionnels, commerciaux et industriels pour encourager une consommation responsable. Toute approbation de projet de développement doit par ailleurs faire l'objet d'une analyse stricte de la capacité du réseau et de l'usine à répondre à la demande. Enfin, la Ville de Sainte-Adèle rappelle que le droit de passage sur les sentiers du Chanteclair a toujours été précaire et dépendait du bon vouloir du propriétaire. Si une entente renouvelable signée en 2020 avait permis de maintenir l'accès, celle-ci n'a pas été renouvelée en 2025. Le PPU a donc été conçu pour pérenniser et sécuriser les sentiers du secteur qui représentent un lieu emblématique du patrimoine identitaire culturel de Sainte-Adèle et qui font partie de son histoire collective.
Les citoyens et partenaires qui souhaitent contribuer à cette démarche sont invités à transmettre leurs commentaires et suggestions à l'adresse courriel ppu@vdsa.ca. Cette contribution citoyenne demeure essentielle afin de bâtir un projet structurant, cohérent et respectueux des aspirations de la communauté adéloise. La ville de Sainte-Adèle est fière d'annoncer que son plan de mobilité active 2025-2035 a été soumis au prix Leader en mobilité durable, une distinction qui récompense les organisations se démarquant par leur action concrète en faveur des modes de transport durables dans les déplacements utilitaires. Ce plan d'envergure, qui trace les grandes orientations de la ville pour la prochaine décennie, se trouve désormais en lice pour le prix Coup de cœur du public, une reconnaissance qui souligne la qualité et l'impact des projets finalistes. Les citoyens et citoyennes sont ainsi invités à exprimer leur appui en votant pour ce projet phare qui incarne la volonté de Sainte-Adèle de favoriser la mobilité active et de bâtir un avenir plus vert et inclusif. La période de vote est ouverte jusqu'au 13 octobre et chacun est encouragé à participer afin de contribuer à la mise en valeur de cette initiative porteuse qui a déjà retenu l'attention des médias, notamment par des articles publiés dans la presse le 5 août dernier. Ce plan, dont le rapport synthèse est accessible en ligne, illustre la détermination de la Ville à promouvoir des choix de transport sécuritaires, durables et accessibles à l'ensemble de la communauté, tout en renforçant la qualité de vie des Adélois et des Adéloises. La Ville de Saint-Sauveur, en collaboration avec la SORAC, annonce la mise en place d'un nouveau service destiné aux commerces et institutions de son territoire, leur permettant de déposer facilement leur appareil réfrigérant en fin de vie directement à l'écocentre municipal. Cette initiative s'inscrit dans une volonté claire de favoriser une gestion environnementale responsable des équipements désuets en réduisant leur enfouissement et en limitant les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent. Grâce à ce service, les établissements disposent désormais d'une solution simple, pratique et durable pour se départir de leur appareil tout en contribuant activement à la protection de l'environnement. Les appareils peuvent être apportés à l'écocentre de Saint-Sauveur, situé au 2125 chemin Jean-Adam, durant les heures d'ouverture habituelles. La Ville encourage vivement les commerces et les institutions à profiter de ce service dès maintenant et à consulter le site Web de la SORAC afin de prendre connaissance des modalités de dépôt et de la liste complète des appareils acceptés. Le printemps dernier, la Bibliothèque de Saint-Sauveur a inauguré avec succès sa bibliothèque de semences, permettant à de nombreux citoyens de choisir des semences à planter dans leur jardin. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre avec l'invitation à enrichir la collection grâce à vos propres récoltes. Les dons de semences doivent provenir de cultures exemptes de pesticides, d'herbicides et d'engrais chimiques afin de garantir une offre saine et respectueuse de l'environnement. Pour participer, il suffit de placer vos semences dans une enveloppe indiquant clairement le nom de la variété ainsi que l'année de la récolte. La bibliothèque reçoit les dons directement sur place durant ses heures d'ouverture, soit du mardi au vendredi, de 10h à 18h et le samedi, de 10h à 16h. Par ce geste, chaque citoyen contribue à bâtir une collection collective accessible et diversifiée qui profite à toute la communauté. Pour toute information supplémentaire, il est possible de communiquer avec la bibliothèque au 450-227-0000 au poste 4121. Revenez-nous après la pause. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude, j'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation.
La ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer la signature de la toute première convention collective de son service de sécurité publique et incendie, une étape déterminante qui permettra la mise en place d'un nouvel horaire garantissant une couverture d'urgence complète 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette entente marque une avancée majeure car elle permettra de réduire considérablement le temps de réponse qui passera de 17 minutes à seulement 4 minutes, améliorant ainsi la rapidité et l'efficacité des interventions, tant en matière de sécurité que de prévention et de soutien lors de situations critiques. Pour rendre possible ce nouveau dispositif, le service sera bonifié de 14 postes permanents de pompiers, lieutenants et capitaines, assurant en tout temps la présence de 6 pompiers prêts à intervenir. Répartis en 4 groupes de travail, ces équipes se relaieront jour et nuit afin d'offrir une protection optimale à la population. Comme l'a souligné Jacques Gariepi, le maire, cette convention est une avancée concrète et significative qui aura un impact direct sur la sécurité des communautés. Offrir une protection continue, jour et nuit, c'est répondre à un besoin essentiel et reconnaître le rôle vital des pompiers. Le directeur général Jean-Philippe Gadebois a pour sa part rappelé que cette démarche positionne Saint-Sauveur comme un chef de file régional en matière de sécurité incendie grâce à des services modernes, fiables et à une gestion innovante qui valorise les équipes et consolide des partenariats durables. Le directeur du service, Lucas Plouffe, a quant à lui insisté sur l'importance du facteur temps lors d'un incendie où chaque seconde compte et a tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des pompiers pour leur engagement et leur dévouement de longue date. L'entrée en vigueur du nouvel horaire est prévue pour le milieu de l'année 2026 et un processus de recrutement sera lancé prochainement afin de doter le service des ressources nécessaires. Cette convention collective illustre l'engagement clair de la Ville envers la protection de sa communauté et souligne le professionnalisme et la collaboration exemplaire des membres du service de sécurité publique et incendie qui font de Saint-Sauveur un milieu de vie sécuritaire et résilient. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'annoncer l'adoption d'une déclaration de soutien aux organismes, une démarche qui témoigne de sa volonté d'accompagner de manière structurée et équitable les acteurs du milieu communautaire, culturel et de loisirs. Consciente de l'évolution constante des besoins de la population, la Ville souhaite par cette déclaration jeter les bases de sa future politique de soutien aux organismes dont l'adoption est prévue en 2026 et qui assurera une meilleure cohérence entre les ressources municipales disponibles, les besoins réels des Sauverois et Sauveroises ainsi que la vision municipale pour le développement de son territoire. Cette initiative reflète l'engagement de la Ville à reconnaître et valoriser l'action bénévole, tout en offrant un accompagnement adapté aux réalités de chaque organisme afin de consolider la collaboration avec ses partenaires essentiels qui contribuent à la vitalité et à la solidarité du milieu. Elle vise également à garantir un cadre propice à l'épanouissement d'une communauté saine, dynamique et inclusive où les organismes disposent du soutien nécessaire pour poursuivre leur mission auprès des citoyens. Le vendredi 5 septembre, sous un soleil radieux, près de 50 résidents, employés municipaux, représentants du milieu politique et partenaires se sont réunis pour célébrer l'inauguration officielle du parc Camille Michel à Saint-Sauveur, un espace entièrement réinventé au cœur de la communauté, devenu un véritable emblème de résilience écologique et le fruit d'une mobilisation collective face aux défis climatiques. Autrefois composé de gazon et d'asphalte, le site s'est métamorphosé grâce à l'implication citoyenne et au travail concerté des équipes municipales pour accueillir une mosaïque d'aménagements favorisant la biodiversité et la résilience. Jardins de pluie,
plantation d'espèces végétales adaptées aux conditions climatiques prévues en 2080, des minéralisations des sentiers, hôtels à insectes, mais aussi des installations répondant aux besoins des citoyens de tous âges, tels qu'un espace de socialisation, un brumisateur, une plateforme de yoga, une zone de jeu destinée aux tout-petits, des supports à vélo, des chaises longues et une butte aménagée pour la glissade en hiver. Lors de la cérémonie, élus et dignitaires ont salué le parc comme un modèle à suivre, le maire, M. Jacques Gariepi, soulignant qu'il représente bien plus qu'un lieu de détente ou de jeu, puisqu'il incarne l'engagement de la municipalité envers la durabilité, l'inclusion et le bien-être collectif, tandis que la députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés et de la région des Laurentides, a insisté sur le caractère rassembleur et porteur d'avenir de cette réalisation, rendue possible par l'appui gouvernemental, l'engagement de la Ville et la participation active des citoyens. Ce projet, d'un investissement total de 1,1 million de dollars, a bénéficié du soutien du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs dans le cadre du programme Climat Municipalité Volet 2, ainsi que la collaboration précieuse d'organismes tels qu'Abrinor, CETO, Living Lab Lanaudière, l'Institut des territoires et Cyclone Design Communication, déjà fréquenté par des promeneurs, joggeurs, yogis et familles. Le parc est aussi devenu un refuge pour les pollinisateurs qui y trouvent habitat et nourriture, confirmant son rôle de havre de paix tant pour la faune et la flore que pour les citoyens en quête de sérénité. Cette inauguration marque le début d'une nouvelle ère où nature et communauté cohabitent en harmonie dans un espace pensé pour usurer, faisant du parc Camille Michel bien plus qu'un simple lieu public. Il s'agit d'une promesse vivante pour les générations à venir. La MRC des Laurentides a dévoilé ses tout premiers points d'intérêt culturel dans le cadre de sa signature territoriale vibrée au kilomètre carré avec le lancement du parcours à la rencontre des premiers peuples. Une initiative unique développée en concertation avec des représentants et des membres des Premières Nations afin de valoriser leur récit, leur savoir et leurs traditions et de permettre aux citoyens comme aux visiteurs de découvrir le territoire à travers leur regard. Concrètement, ce parcours prend vie grâce à une série de panneaux explicatifs, de capsules audio et de contenus numériques accessibles par code QR installés sur des lieux emblématiques, notamment aux chutes aux Iroquois à La Belle, au mont Kaikop à Sainte-Lucie-des-Laurentides, au centre d'interprétation du territoire d'Amherst, au lac des Sables à Sainte-Agathe et dans la région de Mont-Tremblant, auxquels s'ajouteront le Sentier des Cimes en 2026 et le Centre culturel Kinawat en 2027. Ces points d'intérêt qui s'inscrivent dans une démarche de mise en valeur du patrimoine immatériel autochtone offre une expérience immersive et sensible où les visiteurs peuvent voir, écouter et ressentir le territoire en se connectant à la mémoire ancestrale des premiers peuples. Pour Marc Lheureux, préfet de la MRC des Laurentides, la MRC a travaillé main dans la main avec des représentants des membres de communautés et des entreprises autochtones afin que ce projet reflète leurs perspectives, leurs legs et leur connexion au territoire. Rappelant que cette initiative représente bien plus qu'un projet culturel, mais une volonté de bâtir un dialogue respectueux et durable entre cultures. Soutenu financièrement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du gouvernement du Québec, par l'entreprise du Fonds Région et Ruralité, ce parcours innovant contribue également à dynamiser l'offre touristique de la région et à promouvoir un tourisme durable qui valorise autant la culture que l'identité des communautés qui habitent le territoire depuis des millénaires. La ville de Prévost informe la population de plusieurs initiatives et rappels importants à l'approche de l'automne. En prévision des élections municipales du 2 novembre 2025, un appel est lancé pour le recrutement de personnel électoral. Les personnes intéressées devront être disponibles notamment lors du vote par anticipation le 26 octobre ainsi que le jour du scrutin, en plus de certaines journées de révision de la liste électorale.
Une séance de formation rémunérée sera également offerte aux personnes retenues et les candidatures peuvent être déposées auprès du service d'élection de la Ville. Du côté environnemental, les citoyens peuvent désormais emprunter gratuitement la remorque municipale par le biais du Partage Club, une ressource pratique tant pour un déménagement que pour un transport vers l'écocentre. Par ailleurs, plusieurs programmes d'économie d'eau sont en cours avec la remise gratuite de pluviomètres et de subventions pouvant atteindre 225 $ pour le remplacement de toilettes, 50 $ pour des pommes de douche à débit réduit et jusqu'à 1 000 $ pour l'acquisition d'équipements de récupération d'eau de pluie. La Ville encourage la revalorisation des retailles de cèdre grâce à un service gratuit de collecte offert en collaboration avec l'entreprise Arbrescence, permettant leur transformation en huile essentielle et autres produits dérivés. En matière d'entretien, la municipalité rappelle aux propriétaires leurs responsabilités quant aux fossés et ponceaux, conformément au règlement en vigueur, et précise que toute demande de remplacement de ponceaux doit être déposée auprès du service d'urbanisme. Enfin, un rappel important est fait concernant la conformité des piscines résidentielles. Depuis mai 2021, toutes les piscines, peu importe leur date d'installation, doivent répondre aux nouvelles exigences de sécurité prévues par le règlement provincial, notamment en ce qui a trait aux clôtures et aux dispositifs d'accès sécurisés. Les techniciens du service d'urbanisme effectuent d'ailleurs une tournée d'inspection afin de vérifier la conformité des installations. La Ville de Prévost invite donc l'ensemble de ses citoyennes et citoyens à demeurer attentifs à ces mesures qui visent à renforcer la sécurité, favoriser la protection de l'environnement et améliorer la qualité de vie collective. La Ville de Prévost est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la première pelletée de terre marquant le début des travaux d'aménagement d'un nouveau parc canin au centre récréatif du lac Éco, un projet attendu par de nombreux citoyens et destiné à offrir un espace spécialement conçu pour les chiens et leurs propriétaires. Cet aménagement vise à répondre aux besoins croissants des familles et des amateurs de plein air de disposer d'un lieu sécuritaire et adapté permettant aux compagnons à quatre pattes de se dépenser, de jouer et de socialiser, tout en favorisant la convivialité entre les propriétaires. Le futur parc comprendra du mobilier urbain pour assurer le confort des usagers, des poubelles désignées pour maintenir la propreté du site, ainsi qu'une clôture sécurisée afin de garantir un environnement sécuritaire. L'ouverture du parc canin est prévue à l'automne 2025 au terme des travaux d'aménagement. Le maire de Prévost, M. Paul Germain, a souligné avec enthousiasme le lancement de ce projet en rappelant que le nouveau parc canin du lac Éco démontre la volonté de la Ville de répondre concrètement aux besoins de sa population, tout en créant un lieu où chiens et maîtres pourront partager des moments de complicité et de plaisir. La Ville remercie donc chaleureusement l'ensemble de ses citoyens qui ont manifesté leur appui et leur enthousiasme à l'égard de ce projet. Et la Ville de Prévost invite également la population à demeurer à l'affût des prochaines communications concernant l'avancement des travaux et l'annonce de l'ouverture officielle de ce nouvel espace de rencontre et de socialisation. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TV Ciel. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.